Bonsoir à Gérard Haddad. Nous sommes ici pour son dernier livre, Éloge de la trahison, qui est sorti chez les Passeurs il y a une dizaine de jours. C'est un titre fort pour un texte fort, c'est la question affichée et celle de la trahison. Alors, posons la question presque tout droite, tout droit. Et pourquoi cet éloge de la trahison? D'où vient cette question? Elle vient d'abord d'une chance que j'ai eue dans ma vie. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des personnes exceptionnelles. Comme vous le savez, j'ai rencontré Jacques Lacan, sans lequel tout ce que j'ai fait n'aurait pas existé. Et j'ai rencontré un autre personnage exceptionnel qui était Yeshayahu Leibovitz, un Israélien, un grand, une espèce de exception de l'être, de l'espèce humaine, dans la mesure où cet homme avait une culture sans limite. Il parlait 19 langues, il était professeur de médecine, de biochimie, il connaissait la physique quantique, il était professeur de philosophie, et c'était aussi un homme d'une grande piété, d'une grande foi. C'est grâce à lui que je me suis dégagé du bourbier du nationalisme juif. Ça me fait penser d'ailleurs au Freud de la fin de sa vie, quand il a écrit Moïse. Je commence à comprendre les raisons pour lesquelles il a écrit son Moïse, l'homme Moïse, n'est-ce pas, Sigmund Freud. Leibovitz m'a fait comprendre que lui-même étant sioniste au départ, il m'a fait comprendre que le système pour lequel il avait beaucoup donné, pour lequel il avait été extrêmement dynamique, en participant à la construction des universités israéliennes, comme celle de Jérusalem, comme celle de Haïfa, comme celle de Beersheba. À un moment donné, en 67, il y a eu une cassure pour lui. Le sionisme, qu'il croyait un projet de créer un État où les Juifs pourraient trouver un refuge, s'est avéré en fait un État colonial qui ne, donc la cassure s'est faite en 1967, au moment de la guerre des 6 jours. En 6 jours, l'armée israélienne a conquis pratiquement tout le Moyen-Orient, si je puis dire. Elle aurait pu. Elle a conquis le Golan, là, elle est arrivée à 20 kilomètres de Damas, elle est arrivée à quelques kilomètres du Caire, elle a conquis tout le Sinaï. Il a fallu l'arrêter. Et elle a conquis toute la Cisjordanie, qui était jordanienne à l'époque, avec Jérusalem, Hébron, etc., Bethléem, etc. Normalement, tout le monde juif était dans une excitation extraordinaire. Qu'est-ce qu'on... Bravo, c'est formidable, etc., etc. Et le septième jour, 7 jours, donc le lendemain même de cette victoire exceptionnelle, digne d'Alexandre et d'Hannibal, je dirais, un vieux monsieur, enfin un vieux, il avait 65 ans à peu près, est allé à la télévision, il a écrit dans un journal, la Haaretz, comme d'habitude, il a dit, cette victoire est une catastrophe pour le peuple juif. Tout le monde a été étonné quand même. Comment tu peux dire ça? Il dit à cause de cette victoire, nous allons opprimer un autre peuple, nous allons devenir un peuple d'oppresseurs, et pour opprimer un peuple, il faut employer les méthodes de la domination, de la torture, de la police, etc. C'est-à-dire, on va s'autodétruire. On connaît tous l'aphorisme de Karl Marx, un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre. Et sur le moment, personne n'a prêté attention à cela. Bon. Donc moi, je l'ai rencontré à un moment donné, j'ai été ébloui par la personne. Il m'a fait un effet que seul Lacan avant lui m'avait fait. Et à un moment donné, il va dire cette phrase étonnante, je veux qu'on me considère comme un traître à toutes les valeurs qui dominent ce pays. Or, ces valeurs, c'est lesquelles? C'est les valeurs du sionisme. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est une rupture avec le sionisme qui s'opère et il va rejeter ce système politique. Donc, il faut quand même, le titre qui est de ma responsabilité, hein, c'est moi qui l'ai choisi, pas le sous-titre, mais le titre, Éloge la trahison. Il faut comprendre pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il y aurait en fin de compte deux, peut-être même plus, mais enfin deux grandes formes de trahison.
La trahison positive, la trahison bonne, moralement, et la trahison crapuleuse. La trahison bonne, c'est quand vous vous trouvez au sein d'une société devenue folle par son fanatisme, par son nationalisme, par son agressivité à l'égard des autres. La position morale, c'est de trahir. Je prends un exemple. Thomas Mann, quand l'Allemagne va devenir nazie, il va quitter l'Allemagne. J'ai donné toute une liste de noms moi-même dans mon livre. Par exemple, prenons dans la tradition juive, puisque nous parlons de judaïsme quand même, le prophète Jérémie a été un traître. Il n'était pas d'accord du tout avec le fait que le royaume de Jérusalem ait fait une alliance avec le pharaon et qu'il pensait qu'il fallait comme un bon géostratège, il pensait que la bonne politique, c'était de s'arranger, se mettre d'accord avec Nabucodonosor. Donc on l'a traité de collabo, etc. Et il va être condamné à mort. Mais bon, en France, on peut dire le général de Gaulle, en- le 18 juin, où il quitte la France, un peu avant d'ailleurs, il quitte la France, il quitte l'armée française, quoi, puisqu'il était, il était colonel ou général. Il va à Londres chez les ennemis, quoi, les Anglais. Donc c'est une trahison aussi. Bon. Donc il y a la bonne, ça c'est la bonne trahison. C'est la bonne trahison. Et puis il y a la trahison, évidemment, quand je fais l'éloge de la trahison, c'est celle-là dont je parle. Et puis il y a la trahison crapuleuse, n'est-ce pas? Il y a la trahison on, on trahit ses amis, on trahit son pays, on trahit par intérêt, par opportunisme. Ça, c'est pas de ça dont je parle, n'est-ce pas? Je parle de la trahison morale. En italien, il y a une expression, n'est-ce pas, aussi, il y a une troisième forme, si on peut dire, traduttore, traditore. Mais bon, on va laisser. Il s'est passé quelque chose sur mon ordinateur. Ça va, ok, tu peux continuer, ça va. Je sais pas, je suis embêté par quelque chose. Mais c'est enregistré, c'est bien enregistré, tu peux continuer. Est-ce qu'on me voit, hein? Oui, oui, Parce que moi, je me vois parfait. plus. C'est tout parfait ici. Bon, d'accord. C'est la ligne qui n'est pas bonne maintenant. La trahison crapuleuse, évidemment, il n'est pas question de faire les trahisons morales. Comment? On J'ai dit, dit j'ai un problème pas de plus en constante, plus avec la cette histoire connexion n'est pas superbe, ouais. C'est quelques jours que c'est comme ça. Ça va, tu peux continuer à l'instant. Ah, voilà, c'est revenu. Bon. Donc, ceci dit, c'est un cadre général, disons, épistémologique, si on peut dire. Le problème aujourd'hui, c'est que quand il y a eu l'affaire du 7 octobre, et puis surtout, pas surtout, le 7 octobre a été, bon, sur lequel on pourrait parler d'ailleurs, parce que quand même, c'est pas venu tout seul, c'est pas venu, pas tombé du ciel, 7 octobre. C'est la conséquence d'une politique d'oppression des Palestiniens qui un jour 7 octobre a été une révolte palestinienne. Elle a été faite par des méthodes avec barbarie, mais quand la guerre éclate, généralement c'est la barbarie qui apparaît. Bon bref, mais surtout 15 mois, pendant 15 mois, on a bombardé cette région la plus peuplée, celle qui a la plus haute densité du monde. On l'a bombardée avec des bombes d'une tonne, 2 tonnes. C'est-à-dire, quand on jette une bombe, on tue 200 personnes à chaque fois. Très vite, j'ai été bouleversé par cette situation. Il y avait là Malgré le fait que tout mon entourage, eux, même dans le milieu psychanalytique, la plupart des psychanalystes, en France, les rabbins, très peu de gens ont eu le sentiment de sympathie pour ces enfants gazaouis qui mouraient de faim, qui mouraient de soif, qui mouraient de bombes. Il y avait quelque chose d'inhumain, de barbare qui m'a soulevé.
qui m'a révolté, qui m'a bouleversé. Et d'ailleurs, je dirais jusqu'à présent, c'est pas fini. Et d'ailleurs, cette affaire n'est pas finie. Alors, je voulais faire quelque chose pour manifester, pour contribuer, pour lutter contre cette situation. Moi, je ne sais pas militer politiquement, je ne suis pas un homme politique. Au fond, ma vraie nature, c'est quoi? C'est que je suis psychanalyste et je suis écrivain. Depuis que j'ai l'âge de quelques années, 11 ans, 12 ans, j'ai eu cette passion pour l'écriture qui m'a jamais quitté. Et c'est un don du ciel dont je suis vraiment ravi d'avoir eu ce don, ce goût que j'ai pour l'écriture. Pour moi, est un bonheur. Et donc, j'ai écrit un premier livre. Comme ça, il est sorti tout, tout fait, tout, avec son plan, son titre et tout. C'était Archéologie du sionisme. Alors, j'essaie d'être un peu prudent dans ce livre, mais en fait, c'est un livre très violent. Un livre qui critique. Pourquoi c'est violent? Parce que c'est une critique radicale du sionisme. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Dans la mesure où je dis que le sionisme a été. Je parle du sionisme de Herzl. Je crois qu'on a fait une émission là-dessus, on a fait un enregistrement ensemble, n'est-ce pas? Le sionisme de Herzl a distingué du mouvement national juif. Le 19e siècle, c'est le siècle du mouvement national de tous les peuples, italiens en particulier, mais bon, pas seulement. Ben, le monde juif européen aussi a participé à ce mouvement. Et il y a eu différents courants. C'est ce qui a été l'objet de ce précédent livre qui s'appelle donc Archéologie du sionisme. Et seulement est arrivé à un moment donné un personnage qui s'appelait Herzl, qui n'avait aucun lien véritable, ni un attachement, ni une connaissance du judaïsme, qui rejetait totalement le judaïsme, avec son ami Max Nordau. Voilà. Et ces gens-là, et là, j'ai réussi à situer ce que mon maître Lacan nous a enseigné, c'est-à-dire que ce que c'est qu'une forclusion. Le sionisme herzélien, contrairement aux autres courants nationaux juifs, je pense à, je pense à Moses Hess, je pense à Léon Pinsker, je pense à Eliezer Ben Yehuda, je pense à Hadam et quelques autres, qui voulaient que ce renouveau du peuple juif se fasse dans la continuation de l'histoire juive. Et dans et la poursuite, évidemment, le modernisant, le développant, le rectifiant, tout ce que vous voulez, mais quand même dans une filiation avec l'histoire juive. Ce n'est pas le cas de Herzl, dont le projet est le rejet du judaïsme, le rejet radical. Tout cela n'était que de superstitions et des vieilleries, etc. Et donc, c'est ça, une forclusion. La conséquence d'une forclusion, c'est qu'au bout de quelque temps, c'est une psychose qui éclate. Nous sommes dans une psychose. Ce que fait Israël aujourd'hui, c'est une psychose. C'est clair. Rien ne les arrête. Ils font un traité, un accord de cessez-le-feu, par exemple, avec le Liban, et le lendemain, ils le trahissent. Alors là, voilà une trahison que je n'aime pas du tout. Ils n'ont pas de parole. Ils considèrent ils ont le droit de tout faire, que ils ont conquis une partie de la Syrie, ils ont rentré en Syrie maintenant, et ils ont franchi la frontière. Au sud du Liban, ils veulent pas quitter, enfin, ils bombardent, ils détruisent des pauvres villages. Ils veulent créer une zone où il n'y a rien de mort. Et puis, ce qu'ils ont fait à Gaza, où ils ont détruit toutes les maisons, 70% des habitations sont détruites. Et pas seulement, les 30 qui restent ne sont pas en bon état, ils sont même détruits. Les écoles ont été détruites, les hôpitaux ont été détruits, les médecins ont été tués, les cimetières ont été bombardés. Alors le mot génocide ou pas génocide, qui fait polémique, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a assez de crimes de guerre, on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. De toute façon, la question du génocide, telle qu'elle a été décrétée par Amnesty International ou une autre ONG comme ça puissante, de toute façon, la Cour internationale de justice a parlé de génocide, elle est en train d'explorer s'il s'agit ou non d'un génocide. Ça va prendre peut-être 2 ou 3 ans et on saura. Peu importe, ce n'est pas les mots qui comptent.
moi, je suis bouleversé par la souffrance infinie qu'on a imposée à ce peuple gazaoui, à ce peuple palestinien. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, dans l'intérêt aussi du peuple juif. Comme l'a écrit quelqu'un, Israël est devenu l'ennemi du peuple juif. Ils nous font beaucoup de mal. Soi-disant, c'est un refuge, mais là où il y a des juifs qui meurent, c'est en Israël, c'est pas à Paris, hein, ni en Amérique, ni en Italie, en Palestine. Donc l'objet de ce livre, c'est un cri du cœur, un cri de révolte, en disant, comme on dit en anglais, not in my name, ce qui se passe à Gaza. Le peuple palestinien est un peuple remarquable, parce qu'il résiste avec tout ça, il tient le coup. C'est incroyable, incroyable ce qu'il peut faire. On a vu quand même le Hamas qui a été écrasé, bah, ils sont toujours là. Le ministre Blinken a dit maintenant ils ont plus de troupes qu'ils avaient avant l'intervention israélienne. Alors, on ne peut pas détruire une idée. Évidemment, il est de bon ton de dire que le Hamas, c'est pas bien, c'est ci, cela. Bon, c'est peut-être pas bien, mais en tout cas, c'est le mouvement national, c'est un mouvement patriotique de résistance et de révolte du peuple palestinien. Bon, ces méthodes nous plaisent ou ne nous plaisent pas, c'est un autre problème. Les méthodes d'Israël ne nous plaisent pas non plus. Ils ont fait des choses abominables à Gaza. Des traitements de prisonniers. On a violé des prisonniers à Sde-Teman, une prison. Des prisonniers palestiniens, on les a violés, on les a sodomisés avec des bâtons, alors qu'ils étaient attachés prisonniers. Non, mais c'est du. Je ne veux pas employer des mots trop violents, mais Leibowitz parlait de judéo-nazisme. Et je pense qu'il s'agissait de ça. Les gens qui ont fait ça à Sde-Teman, c'est un joli nom d'ailleurs, Sde-Teman, ça veut dire les champs du Yémen, bon, les champs agricoles. Et ça continue. Ça continue. Aujourd'hui, le général en chef a démissionné et l'extrême droite israélienne, comme s'il y avait une gauche israélienne, il n'y a plus de gauche en Israël d'ailleurs, il n'y a plus de pacifistes en Israël, tout le monde veut considérer les Palestiniens comme des animaux. Et il, il y a deux fascistes officiels qui s'appellent Ben Gvir et qui s'appellent Smotrich. Ils ont applaudi à la démission de ce général qui a mené la guerre quand même pendant 14 mois ou 15 mois. Ils ont trouvé qu'il était trop mou. Ils souhaitent qu'il y ait un nouveau général en chef qui mènera une guerre vraiment sérieusement. Je ne sais pas ce que ça veut dire sérieusement, vu qu'on en est à 60 000 morts sur une population de 2 millions d'habitants, sans compter tous les blessés et les morts à venir de maladies, de mauvais traitements, de tout ça. Nous vivons une tragédie infinie. Le peuple juif, vous savez, on disait le peuple allemand, ce peuple le plus cultivé, qui a créé toute la philosophie, et les Kant et les Hegel, et les Jean-Sébastien Bach, et les Beethoven, et tout ce que vous voulez. Comment ce peuple a pu devenir le peuple de Hitler? On peut se poser la même question, comment le peuple juif qui a inventé quand même sur le plan avec la Bible, qui est un appareil anti-barbare par excellence, par exemple dans la mesure où d'emblée la Bible interdit la vengeance. Comment un peuple qui se voulait si moral soit devenu euh, comme si, euh, comme si c'était identifié avec les nazis qui l'avaient persécuté avant. Voilà un petit peu. À la fin, j'ai essayé d'esquisser. Y aurait-il une solution? Moi, maintenant, j'ai atteint un âge canonique, hein. Le ciel veut que je tienne encore bien le coup, mais bon, il n'empêche que je porte mon âge. Et quelle solution? Est-ce qu'une réconciliation est possible? On ne peut pas renoncer à l'espoir. On ne peut pas renoncer à l'espoir, sinon il n'y a qu'à se suicider. Ce qui est d'ailleurs en cours. Parce qu'au fond, ces deux peuples se suicident, surtout le peuple israélien. Parce qu'il faut savoir quand même que cette affaire de Gaza est un désastre pour le peuple israélien, pas seulement pour le peuple gazaoui. La population, elle est complètement, va très mal. Le nombre de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques est considérable.
il y a eu quand même plus de 1000 morts, des soldats, il y a eu peut-être 10 000 blessés graves. Enfin, c'est déjà, on ne sait pas comment tout ça va se redresser. Je ne vais pas dire comment ils appellent ça maintenant, on dit toujours là. Et le triste de l'affaire, c'est que encore le gouvernement parle de reprendre la guerre dans quelques jours, une fois que les otages seront libérés. Mais on est dans la psychose, il n'y a pas d'autre mot, une psychose collective. Donc, C'est Freud dans c'est la, il n'y a pas notre voix à la prophétie qu'avait fait Leibowitz. Nous sommes encore dans ce temps-là, selon toi. Oui, ben, Leibowitz, justement, un chapitre que j'ai consacré, c'était un jour, il m'a dit cette phrase, Zélo Yarzik Mahamad, ça ne peut pas tenir. Non, ça ne peut pas tenir. Eh bien voilà, nous y sommes. Je reste quand même, bizarrement, quelque chose de l'optimisme. Je savais depuis longtemps, moi. Je l'ai dit un jour à un journaliste qui s'appelle Askolovic. Bref, passons. Je lui ai dit, pour qu'Israël sorte de cette position suprémaciste, comme on dit aujourd'hui, il faut qu'elle prenne une défaite. Sinon, elle continuera. Je pense que la défaite, elle est là. J'espère que cette secousse va être profonde et va amener quand même une certaine élite. J'espère qu'elle existe, en tout cas dans le monde juif, elle existe. Aujourd'hui aux États-Unis, une bonne partie des juifs américains n'est plus d'accord avec Israël. Qui est-ce qui soutient Israël le plus aujourd'hui? Ce sont une bande de fanatiques évangélistes. Le peuple juif a été pris dans une histoire épouvantable. Il est tombé dans un piège tendu d'ailleurs par le monde chrétien en particulier, parce que vous savez, le Balfour, là, qui a fait la déclaration Balfour, dans mon livre sur l'archéologie que j'ai fait, que j'ai écrit, était un évangéliste. Il voulait. Alors, ces évangélistes sont très particuliers parce que, d'une part, ils soutiennent Israël à fond, tant qu'ils peuvent tuer des Arabes, ils les encouragent. Et en même temps, ils sont antisémites. Alors, nous sommes tombés dans un piège monstrueux. Mon livre et tout ce que j'ai fait cette année, les 2 livres que j'ai fait, ce que j'appelle mes spät still, mes spät werke, mes travaux de la fin, c'est justement cette prise de conscience tardive. Il faut que le peuple juif apprenne à se débarrasser de cette idéologie sioniste herzélienne et retrouve son génie propre. Jusqu'en Israël, moi je vois chez moi, en Tunisie, vous savez, je viens d'une famille très pauvre. L'idée de ne pas faire d'études supérieures, alors qu'on avait à peine de quoi manger, était impensable. Tous mes frères ont fait des études supérieures, sont devenus médecins. Bon. Curieusement, ma descendance en Israël, j'ai des petits-enfants là-bas, aucune, c'est des filles, mes petites filles, aucune n'a fait vraiment d'études supérieures. Le rêve d'un Israélien aujourd'hui, c'est d'être un officier de l'armée. C'est pas juif, ça, c'est pas notre truc, ça. C'est un désastre. Il faut le pointer, il faut l'analyser, il faut le regarder en face. Peut-être alors, de cette lucidité naîtra une prise de conscience, une espèce de révolution. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un comme Leibowitz. Nous en avons eu d'autres d'ailleurs. Nous avons eu des gens comme Yehuda Magnes, le fondateur de l'Université de Jérusalem, Martin Buber, etc. Tous ces gens-là avaient compris le danger du sionisme. Bien qu'ils voulaient qu'il y ait un foyer et que les Juifs se retrouvent dans un endroit où ils pourraient vivre libres, mais c'est pas vivre libre, c'est pas attaquer les autres. On aurait pu faire un État juif en collaboration avec les Palestiniens, un État binational. Ben Yehuda, quand il fait son dictionnaire, il le fait avec la collaboration d'un certain Husseini, qui était un Palestinien de Jérusalem. Ils étaient très amis tous les deux. Je suis sûr que les Palestiniens, s'il y avait eu
par exemple 100 000, 200 000 juifs qui auraient fui les pogroms d'Ukraine ou de Russie ou de Russie. Je pense qu'ils auraient été. Il y avait des juifs en Israël avant, en Palestine, il y en a toujours eu, hein. Pas comme maintenant, mais il y en a toujours eu. Il n'y a jamais eu de problème. Je suis sûr qu'on aurait pu créer un système politique où il y aurait une collaboration amicale entre juifs et arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Or, les sionistes de Herzl sont arrivés en Palestine dans un esprit de guerre, dans un esprit de conflit. Conflit, c'est l'Occident qui déteste l'Orient. Ce problème de l'extra, de cette morgue européenne. Il y a quelqu'un qui en a parlé et que j'ai beaucoup aimé son travail. C'est un esprit exceptionnellement remarquable, hein. Il s'appelle Edouard Saïd. Edouard Saïd est un Palestinien chrétien, mais il a été dans la direction de l'OLP d'Arafat et il a été professeur à la Columbia, à New York. Et il a été le grand ami d'un des plus grands musiciens du XXe siècle, qui était Daniel Barenboim. C'était deux frères. Ils ont créé... Et ça, c'est une idée que je développe ces derniers temps. La musique peut être un agent de pacification, d'amitié. Et ils ont créé un orchestre qu'ils ont appelé le Diwan, le divan, si vous voulez, fait avec des Palestiniens et des Juifs israéliens. Bon, c'est une petite expérience. Il ne faut pas désespérer, mais il ne faut pas non plus. Euh, il faut comprendre que les Palestiniens, comme l'a enseigné Leibovitz, d'abord, c'est des êtres humains comme nous. Il n'y a aucune différence d'humanité entre eux et nous. Revenir à cette dimension de cohabitation, comme le disait une personne qui n'est pas très aimée par ces gens-là, qui est Judith Butler. Judith Butler a écrit un très joli livre qui s'appelle Vers la cohabitation. Je suis en train je l'ai lu, mais je voudrais le relire. Et j'ai appris beaucoup de choses en la lisant, en particulier l'importance de Edouard Saïd. Voilà le but de ce livre. Sonner la cloche, sonner le glas. Si on n'arrête pas cette folie, on va crever ensemble. Déjà, on est très malade, déjà, on est très blessé. Que reste-t-il du grand peuple juif qui a vécu tout ce qu'il a vécu et qui a produit dans la culture universelle tant de choses merveilleuses? C'est pas parce que les Israéliens ont créé Waze pour les voitures ou les tomates cerises dont ils se vantent. Qu'est-ce que ça vaut tout ça à côté d'une symphonie de Mahler ou de Freud? Tout ça a de peu de valeur. Il faut revenir à notre tradition, il faut revenir à notre inspiration. Chaque peuple a un génie propre. Le peuple italien est un génie propre immense. Le peuple français aussi, le peuple anglais, etc. Le peuple juif aussi a sa particularité. On ne peut pas l'effacer. Le sionisme a voulu créer un homme de type nouveau qui effacerait ces caractéristiques héréditaires transmises depuis des siècles. Voilà ce que je peux dire. Bien, Gérard Haddad, je te remercie et beaucoup. C'est pas facile non plus, non, de soutenir avec cette clarté et son propre témoignage. Mm. Nous nous donnons les rendez-vous pour d'autres occasions encore. Avec plaisir. Nous avons une longue échange depuis des années, depuis que nous étions Depuis, tout jeunes. depuis 20 ans presque, oui. Merci, cher Merci, Giancarlo. merci à toi.